les vieilles puissances réagissent à ce changement de décor, à ce changement de réalité. Ce n'est pas seulement le décor, hélas. Et c'est ce qu'on appelle la révolution des affaires militaires. La révolution des affaires militaires, qu'est-ce que c'est ? Oh, c'est une vieille histoire qu'il faut quand même que vous gardiez sur vos tablettes, dans la mesure où c'est une réflexion qui a été amorcée en Union soviétique, vous voyez, donc c'est avant la chute du mur, à la fin des années 70, début des années 80, c'est-à-dire au moment où commençait la coexistence pacifique, c'est l'ère brejnevienne, ce qui est en même temps l'ère du glacis soviétique, mais à un moment où on se dit, mais il n'y aura pas cette troisième guerre mondiale que ma génération croyait imminente. Et donc ça a amené les stratèges en Union soviétique à repenser ce que militaire pouvait vouloir dire. Et cette idée, finalement, a été assez consensuelle parce qu'elle a été reprise par l'OTAN dans les années 80. Là, le décor était un petit peu différent. C'est-à-dire, on voyait l'URSS péricliter, on voyait l'URSS s'empêtrer dans ses échecs, et les stratèges de l'OTAN disaient « mais il n'y aura jamais de guerre contre l'URSS ». En revanche, on sentait bien monter ces foyers incertains qui venaient du Sud. Et donc apparaissait l'idée qu'il fallait, en quelque sorte, moderniser son instrument militaire. Alors, cette révolution, cette modernisation, elle est très vite passée par une première étape facilement admise auprès de toutes les puissances, à savoir la fin de l'armée de masse en faveur d'une armée plus technique. La mobilisation en masse n'a plus grand sens, ne serait-ce que pour les raisons que je vous disais tout à l'heure, c'est-à-dire que la guerre n'est plus valorisée. Donc il y a eu une évolution, et donc, premier élément de cette révolution, on s'est écarté de l'idée d'armée de masse, d'armée d'hommes, en faveur d'une armée plus technique. Deuxièmement, il a fallu réintroduire l'instrument nucléaire, c'est-à-dire face à cette guerre nucléaire qui ne se réalise pas, peut-être faut-il penser à des sens nouveaux, et c'est là que la théorie de la dissuasion a été affinée. Pour se dire, mais après tout, la détention de l'arme nucléaire, c'est une façon de ne pas faire la guerre. Donc il faut penser à un âge nucléaire, une stratégie nucléaire, comme un instrument de non-guerre. Troisième élément fondateur, et qui n'a jamais quitté la scène, c'est l'arme intelligente. Et là, peu à peu, est apparue une idée terrible, qui consiste à dire on peut, avec les ressources de l'intelligence humaine, créer une nouvelle guerre qui fera aucun mort. C'est la fameuse zero casualty, zéro mort. C'est-à-dire savoir frapper à distance l'ennemi ou la cible, si la notion d'ennemi commence à se brouiller, sans prendre le moindre risque. Et ça, c'est une réflexion qui très vite a été au centre des réflexions stratégiques de l'OTAN, des puissances occidentales, l'URSS étant alors éliminée de la compétition. On s'est dit en même temps que peut-être, avec des armes technologiques, on pourra désorganiser la partie d'en face, brouiller par exemple son système informatique, se lancer dans des formes sophistiquées de cyberguerre qui finalement pourront mettre l'adversaire à genoux sans que cela coûte des pertes humaines. L'idée est de dire de plus en plus qu'il n'est plus nécessaire d'occuper le territoire de l'ennemi, que l'on peut, même sans contact, le mettre à genoux. Ça aussi, c'est une révolution. Et puis, l'idée est de dire que finalement, la dissuasion moderne, c'est celle de bons systèmes de renseignement. Un État, une puissance qui dispose d'un service de renseignement très sophistiqué, avec les moyens modernes d'espionnage, est beaucoup plus à même de s'imposer que par l'usage d'instruments militaires offensifs. Et c'est tout ce paquet qui va faire en quelque sorte repenser et la guerre et l'armée.
et l'instrument militaire. C'est la raison pour laquelle, voilà un nouvel argument qui me mène à vous dire qu'on n'est plus dans le contexte classique de la guerre. Et cette idée-là, elle a plu à M. George W. Bush, qui, dès septembre 1999, a déjà avancé l'idée qu'il faut redéfinir l'usage et le contenu de l'instrument militaire. Et là, de ce point de vue-là, il n'y a pas eu de rupture. Si vous regardez le choix stratégique de l'administration Obama en matière de drones, il s'inscrit dans cette continuité. C'est-à-dire, en quelque sorte, pouvoir cibler, tuer l'adversaire, l'éliminer, sans prendre le moindre risque. Un peu comme Israël a choisi aussi la tactique des assassinats ciblés. Réfléchissez à ce que ça implique. Bon, on peut déjà voir les implications sur le plan stratégique, mais réfléchissez aux implications sociologiques du phénomène, c'est-à-dire ceux qui sont victimes des drones, ceux qui sont victimes de la capacité technologique de l'adversaire, qui voient leurs semblables mourir autour d'eux sans que celui qui a porté la mort n'ait pris le moindre risque. On entre dans une autre escalade, on entre peut-être dans une façon extrêmement angoissante de renouveler la lecture de l'adversité.